Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette série que j'ai appelée Petit CAF autour de l'hypnose. Donc, le sujet d'aujourd'hui que je trouvais qui pouvait être intéressant, c'est de faire un petit tour d'horizon des, on va dire des structures de séances qui existent, en tout cas qu'on nous apprend classiquement dans nos formations ou qu'on peut voir peut-être dans des ouvrages. On va appeler ça des structures de séances, des trames. On appelle ça parfois des protocoles aussi. En tout cas, là, on va voilà, avoir des idées de schéma type de séances dont moi je me sers pas mal finalement à travers toutes les thématiques qu'on peut avoir en hypnothérapie. En tout cas, c'est voilà, lorsque l'on a une anamnèse, un entretien avec une personne, c'est dans ces trames-là, ces osatures, pardon, de séances que je vais piocher pour avoir déjà une idée de où je vais aller. Et puis ensuite, naviguer évidemment dans ces ossatures là, puisque l'idée c'est pas du tout que ce soit figé comme des choses très protocolaires justement. Vous savez bien que plus on pratique, et ben plus on va se dissocier, enfin se séparer un petit peu, se détacher, voilà, de nos protocoles, de façon à faire du sur-mesure pour la personne. C'est ça qui est intéressant. Mais par contre, au fil de la pratique, quand même, j'ai gardé en tête ces diverses ossatures, encore une fois. Je trouve que ça aide pas mal d'en avoir 4, 5, 6 ou une petite dizaine. Là, j'en ai noté quelques-unes. Ça permet d'avoir la tête libre, en fait, l'esprit libre, puisqu'on sait qu'on, dans tous les cas, on aura de quoi se raccrocher pour faire de belles séances. Donc, souvent, on voit dans les, comment dirais-je, dans les débats autour de l'hypnose, sur les groupes Facebook par exemple, le sujet des scripts aussi, vous savez, ces séances toutes faites, toutes fabriquées, ça je conseille pas trop, voire pas du tout, enfin je vois pas, honnêtement je vois pas l'intérêt si ce n'est l'intérêt de s'exercer lorsqu'on débute. En formation évidemment, là ça peut être intéressant, bien que moi honnêtement je m'en suis très vite détaché. Euh, mais une fois que vous pratiquez ou que vous commencez à recevoir de vraies personnes entre guillemets, des vrais clients devant vous. Moi, je conseille vraiment pas les choses scriptées, quoi. Enfin, là, c'est vraiment pour le coup trop figé. Ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, je ne fais pas partie des gens qui les utilisent, et je trouve que c'est plus, voilà, ça apporterait plus de problèmes qu'autre chose. Par contre, voilà, les protocoles, les trames, comme je disais, les ossatures de séance, ça c'est intéressant. Euh, et puis, avec la pratique, alors je me sers pas toujours systématiquement de ces trames-là, hein. Pas plus tard qu'hier soir, voilà, j'avais un monsieur qui son sujet sortait complètement des protocoles que je peux avoir en tête. Alors j'ai fait du pur sur mesure pour lui, et je pense que ça a super bien marché d'ailleurs. J'aurai de ses nouvelles d'ici 2-3 semaines. Mais il y a des cas évidemment qui sortiront de ces choses protocolaires. Donc il faut savoir s'adapter évidemment. Il y a certains thérapeutes aussi qui ne font plus que du sur-mesure sans utiliser de trame protocolaire. Pour autant, je trouve que c'est intéressant, voilà, de faire ce petit tour d'horizon dans ces trames hypnotiques qui pourraient être utiles à certains ou certaines d'entre vous. Donc, comme les autres fois, hein, la chaîne elle n'a pas vocation à, voilà, j'ai pas vocation à devenir youtubeur, donc j'ai pas préparé à fond tout ce que je vais dire, et puis ça s'entend, je pense. Mais quelque part, je m'en fous un peu parce que j'aime bien voilà ce petit côté un peu où on est un peu entre nous, on discute, et comme d'habitude, je ferai une timeline en bas de la vidéo où vous pourrez sauter les chapitres si toutefois c'était un petit peu long, parce que là je pense qu'on en a pour 30-40 minutes à la grosse louche, donc ça peut être un peu long pour certains. Comme ça, vous naviguerez, et puis les temps un petit peu long, quand je digresse un peu dans ce que je dis, hop, vous pourrez sauter tout ça. Peut-être que plus tard, hein, dans quelques mois, si je me prends un peu au jeu des vidéos, je préparerai un peu plus mes sujets, mais là, bon, j'ai pas trop envie, et puis bon, la semaine est déjà bien chargée comme ça. Ceux qui me connaissent pas d'ailleurs, hein, moi je suis Yannick Kerouanton, ou Yannick Kerouanton, c'est à la bretonne, je suis breton.
Donc je travaille dans le Finistère en tant que kinésithérapeute et hypnothérapeute. Et à la louche, encore une fois, j'ai allé 60% aujourd'hui 60% de mon planning sur des séances de kiné standard, un bon 20-25% sur des séances d'hypnose thérapie, et puis un petit 15-20% sur des séances un peu déconventionnées aussi, proches de l'ostéopathie. Voilà, donc je diversifie un peu mes activités, c'est pour vous dire un petit peu qui je suis et ce que je fais. Et puis les vidéos évolueront, c'est ça l'idée de la chaîne, hein, avec aussi moi, ma pratique. Évidemment, comme j'avais dit sur deux vidéos précédentes, forcément ce que je dis ça passe par mes filtres à moi, donc si ça parle pas à certains, c'est ok, pas de souci avec ça. Et ceux à qui ça parle, faites-vous plaisir, hein, chopez un petit peu les choses que je peux dire, ça peut vous être fort utile. Donc, concernant les trames, je sais pas comment on peut appeler ça, protocole, j'aime pas trop parce que ça fait un peu figé, mais bon, c'est quand même ça. Hein. Dans l'idée, on va dire, allez, des ossatures, j'aime bien ce mot-là par contre. Donc des ossatures de séance auxquelles se raccrocher pour construire justement votre accompagnement. J'ai noté vraiment les essentiels dont moi je me sers très fréquemment. Donc on va naviguer un peu là-dedans. J'essaierai comme de faire un petit montage parce que finalement c'est quand même sympa de faire des petits montages pour que ce soit un peu dynamique et on verra bien ce que je vais pondre avec ça. Première trame, 2 séances, première ossature dont je me sers vraiment beaucoup, c'est ce qu'on appelle le RHV, je pense que ça vous parle. Réinterprétation d'histoire de vie. Je crois que c'est ça, ou alors réempreinte d'histoire de vie. Bon, vous me direz dans les commentaires quel est le terme exact. En tout cas, il me semble-t-il que l'acronyme c'est le RHV. Je m'en sers vraiment beaucoup dans beaucoup de types de problématiques et surtout dans les thématiques de lorsque la personne raconte un parcours de vie, quoi. Vous avez compris l'idée. Et que ça a créé en elle au fil du temps des stress intérieurs, de l'anxiété qu'elle aurait envie de mieux gérer. Donc pour la gestion émotionnelle. Mais moi clairement, dès que la personne, de toute façon je dis à la personne, bon, dites-moi en 5 minutes ce qui se passe chez vous. Si tout de suite dans les 5 minutes je vois que ça fait dans son discours c'est un schéma, une histoire de vie avec des dates, des événements, voilà. Je me dis, tac, RHV, ça peut être sympa, histoire de faire un défrichage. Donc moi la façon dont je procède, c'est très simple en fait, hein. Induction évidemment, hypnose. Une fois qu'on a une bonne hypnose, comme j'avais dit sur d'autres vidéos précédentes, hein, je démarre à travailler uniquement lorsqu'il y a un état hypnotique stable, enfin vérifiable, soit avec catalepsie ou lévitation du bras, au moins ça déjà. Et là je démarre à travailler, quoi. Je démarre le travail, pardon. Donc RHV, comment je procède? Je demande bien souvent à la personne, qui a les yeux fermés pour le coup, d'imaginer ou de ressentir que devant elle, elle a un écran, soit un petit écran, un écran moyen, ou un écran géant, comme si la personne était installée dans sa salle de cinéma à elle, et que sur cet écran, il puisse y avoir la projection de son film de vie. Voilà. Ou ça peut être aussi une projection sur un drap, qu'importe. Il faut que la personne prenne du tac au tac ce qui lui parle. C'est assez rare que ça marche pas, hein. Allez, je dirais dans 90% des cas, c'est nickel, la personne me dit « Ah moi je suis plus dans mon cinéma » et puis c'est cool. Ceux pour qui ça parle pas du tout, je passerai à autre chose, c'est pas grave. En tout cas, quand ça prend, c'est ok. Et je dis à la personne que sur son écran devant elle, c'est pas forcément visuel, hein, les personnes qui voient pas, je leur dis juste ressentez qu'il y a votre histoire de vie devant vous sur cet écran. Et ça le fait. Mais en mode, on va dire que votre film de vie, il est en pause sur le temps d'aujourd'hui, là, devant vous. Ok? Donc avec votre apparence, votre attitude. Ça, c'est le point de départ. Puis, je vais demander à la personne, avec mes consignes, évidemment, à ses côtés, de faire, entre guillemets, de rembobiner son film de vie, devant elle, qu'elle va se ressentir ou se voir rajeunir au fil du temps, et qu'à chaque fois qu'elle va repérer ou qu'elle va ressentir un moment qui a participé à ses stress intérieurs d'aujourd'hui, eh bien, elle va me le signaler, comme si elle allait mettre des jalons, des marqueurs. Donc, soit avec un geste, donc un signaling, soit à la voix. Elle peut me le dire aussi.
Et comme ça, on met des jalons tout le long, tac, 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 le plus loin possible, jusqu'au dernier moment en fait, qui a commencé à créer en elle des potentiels stress intérieurs. Donc on est remonté. Puis je demande de remettre le film en pause là où elle est arrivée, donc la plus jeune possible, et que, à mon prochain signal, la personne s'imagine ou ressente qu'elle puisse plonger à l'intérieur du film pour se rejoindre, elle, petite, ou sa jeune version d'elle-même dans le film, et que quand elle arrive à l'intérieur, le film se remet dans le bon sens. Ok ? Et qu'elle va, du coup, elle, dans sa version adulte d'aujourd'hui, accompagner sa jeune version à revenir en direction d'aujourd'hui. Et à chaque jalon qu'elle aura marqué, eh bien, elle va accompagner son enfant intérieur, en quelque sorte, à affronter ces événements-là, à travers peut-être des échanges de regards, des sensations, des conseils, tous les conseils dont elle aurait eu, elle, plus petite, elle va se les apporter. Ou il va se les apporter. Vous comprenez l'idée. Et donc, ça permet d'avoir une grande prise de recul sur ces événements-là, de les voir différemment, de les comprendre différemment, et surtout, évidemment, d'aller guérir, entre guillemets, l'enfant intérieur à travers tous ces jalons qu'elle aura mentionnés précédemment. Puis on revient jusqu'à aujourd'hui, retour complet. Une fois, bon, tout ça évidemment, à travers tout le parcours, il y a des signalings, comment, avec des gestes ou à la voix, hein, pas de souci avec ça. Et quand on revient, bon là avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait bien souvent deux options. Soit la personne, elle avait donc sa version adulte d'aujourd'hui, voilà, dans le fauteuil, avec sa version qu'elle a aidé à revenir, vous voyez, comme s'ils étaient deux finalement. Ça arrive souvent. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que avec un mouvement des mains, je leur demande de se rapprocher, jusqu'à fusionner complètement et intégrer les acquis, quoi. Intégrer en gros l'enfant intérieur guéri. C'est ça l'idée de la séance. Et souvent, je termine par une futurisation, réouverture des yeux, fin de séance. L'autre option, c'est que la personne me dise, bon, effectivement, j'ai l'impression d'avoir fait remonter, fait grandir ma jeune version de moi jusqu'à aujourd'hui, mais elle ne ressent plus qu'il y ait un double. En gros, elle est revenue seule et unique, elle a déjà plus ou moins intégré les choses. À ce moment-là, je fais pas ça. Parce que du coup, c'est pas très cohérent. Pendant la séance, on parle, hein. Donc moi je travaille un petit peu à la Jordan Véro, hein, comme j'ai pu le dire. Je demande, hein, sinon comment je pourrais savoir? On va se paumer, quoi. Donc il faut que je sache exactement où elle est, ce qui se passe, etc. Ça, en général, c'est des super séances. Quand ça prend bien, ça bouge tout le temps. Derrière, vous êtes sûr que ça va bouger dans les jours, semaines à venir, et que pour une deuxième séance après, là, vous allez affiner les choses sur des moments un peu plus spécifiques, des moments clés qu'il faudrait peut-être déverrouiller davantage. Mais déjà, ça fait un sacré nettoyage, et parfois même, ça peut suffire, hein, pour que la personne, elle ait on va dire, une nouvelle dynamique qui se mette en place en post-séance. Moi, souvent, je travaille au moins sur 2 séances. Donc, c'est à la deuxième qu'elle me dira, bon, comment ça a bougé. Moi, je peux vous garantir que dans 90% des cas, ça a bougé. Ok, donc ça, c'est une première trame. Je m'en sers toutes les semaines, ça c'est sûr. Donc, RHV, réinterprétation d'histoire de vie, ou réempreinte, encore une fois, je sais plus trop les termes. Bon, je suis un peu long là, mais c'est à distinguer aussi de la régression. Ça, c'est pas une vraie régression. Vous aurez compris, ce n'est pas une vraie régression. La personne, elle s'imagine ou elle se ressent remonter dans le temps à travers un écran. Donc, elle est dissociée. Elle n'est pas associée au ressenti. La vraie régression, ce serait faire régresser la personne. Je sais pas, moi, à l'âge de 5 ans, il y a eu un souci et la personne parle comme si elle avait 5 ans ou se ressent elle-même à 5 ans. Ça, j'avoue que je le pratique pas parce que j'en ai pas forcément eu le besoin et certainement parce que je sais pas faire aussi. Vous trouverez une vidéo récente de Jérémy Collier, me semble-t-il, à ce sujet-là. J'essaierai si j'arrive à faire mon petit montage là, de l'épingler. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. J'ai des super résultats malgré tout en mode dissocié, donc comme je viens de l'expliquer. Donc voilà. Une vraie régression, bon, je m'offrirai peut-être l'opportunité de le faire ultérieurement ou à travers une formation, peut-être chez Jérémy prochainement. Ok, ensuite, nous avons la négociation entre les parties. Ça, je m'en sers hyper souvent également. J'aime pas le mot protocole, superbe trame de séance.
pareil, à chaque fois, il y a des bons résultats, ça bouge, ça règle pas tout évidemment, hein, mais comme vous le savez, dans l'hypnose, voilà, c'est étape par étape, et après c'est la personne qui va faire avec ce qu'on lui propose. Négociation entre parties, évidemment, toujours dans ces 5 minutes de débriefing avant de travailler, quand la personne me parle d'un conflit intérieur, il y a une partie de moi-même qui voudrait se libérer de ça, et puis à la fois une autre qui aime bien la cigarette, ou que sais-je, enfin, voilà, quand c'est un petit peu ce genre de schéma-là, je me dis, pam, allez, négo entre parties, je réfléchis même pas, on est dans cette trame-là. Même je demande, hein, avant de démarrer, je demande à la personne, quand je sais que je vais employer cette trame-là, je lui dis, est-ce que si je vous dis qu'il existe en vous une partie de vous-même qui est telle que vous êtes aujourd'hui avec vos émotions, et puis qu'à la fois, il y a une partie en vous qui possède ces habitudes, ces mauvaises habitudes, où je parle de facettes aussi, diverses facettes de vous. Une facette qui n'a plus envie de ça, et à la fois une facette de vous qui fait quand même, qui a quand même ses comportements ou ses émotions, ses blocages. Est-ce que ça vous parle? Si la personne me dit oui, et c'est souvent le cas, enfin 90% des cas, bon bah go. Si la personne ça lui parle pas, des parties, quoi, comment ça? Hors de question que je fasse cette trame-là, je passe à autre chose. Donc négociation entre parties, moi je le fais comme ça. Je travaille beaucoup avec les gestes, moi, avec le corps, même dans mes inductions, hein. Il y aura toujours au moins la main qui se rapproche au visage, tenir le ballon entre les mains qui se dégonfle, enfin des choses comme ça. Je passe toujours par le corps. Donc sur l'induction, bon là on parle pas d'induction aujourd'hui, hein. On parle ensuite on parle du plateau thérapeutique. Négo entre des parties, moi je me sers des deux mains comme ça. Une fois que la personne elle est en état hypnotique évidemment, les yeux fermés, je lui demande à mon signal, hein, je donne des top départ, à mon signal 1, 2, 3, au claquement de doigts, vous allez prendre contact avec votre première partie, celle qui possède en vous par exemple tous ces stress intérieurs, cette anxiété, ou qui a ce comportement dont vous ne voulez plus. Je dis vraiment ça, entrez en contact avec elle, et faites venir dans votre main, dans une de vos deux mains, soit à droite, soit à gauche, là tout de suite. Il faut que ce soit vraiment cash, hein, sinon la personne va trop réfléchir. Faites venir dans votre main ce que votre inconscient, ou ce que votre esprit, que sais-je, vous propose. Comment vous ressentiriez cette partie de vous là? À quoi ça ressemble? Et donc, là, si c'est cash, ça va être droite ou gauche. Je demande, hein, est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche? Ah ok, c'est à droite, très bien. Eh bien, il y a quoi dans votre main? Est-ce que c'est plutôt un poids, une forme, une couleur, une image de vous? Voilà, et la personne me donne des détails, elle me parle. Donc elle a vraiment un truc dans la main. Et là, ok, on est bon. Signal suivant, à 3, vous allez prendre contact avec votre autre partie, celle qui veut plus ça, celle qui veut se libérer de ça. C'est parti. Et puis là, dans l'autre main, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vient? Quelle forme, quelle couleur, quelle énergie, qu'importe. On prend quelques détails comme ça. Du coup, elle se retrouve avec deux parties, effectivement, dans les mains. Et la suite de cette trame-là, enfin moi, c'est comme ça que je fais. Je prends les mains, je mets les deux mains comme ça et je dis, eh bien, ces deux parties de vous vont entrer en contact ou créer comme une confrontation, une négociation, c'est comme ça que ça s'appelle, une négociation entre parties. Et que vous, dans le fauteuil, vous êtes un petit peu comme un arbitre de ça, comme un explorateur, juste ressentez ce qui se passe. Et puis bon, la séance se passe, et à mon signal, les deux mains vont être attirées l'une vers l'autre, se rapprocher, et au fil du rapprochement, eh bien, dites-vous que ces deux facettes de vous, ces deux parties, négocient, trouvent un terrain d'entente, de plus en plus, jusqu'à ce que lorsque les deux mains se touchent, entre vos deux mains, il y ait quelque chose de nouveau, qui vous paraîtrait beaucoup plus confortable dans votre envie de changement. Voilà, vraiment je fais comme ça. Et souvent, entre les deux mains, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un mélange de ce qu'il y avait là, ça peut être une des deux parties qui prend complètement le dessus sur l'autre. Il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là. Et puis pour finir la séance, je demande à ce que les mains soient attirées vers le corps pour que la personne s'offre en elle ce qui est arrivé ici. Voilà. Et ensuite, futurisation, fin de séance. Ça marche super bien ça, quand la personne, évidemment, est dans un état hypnotique suffisamment valide. Voilà, et que les mouvements sont vraiment automatiques, on le voit de toute façon, à travers les petits tremblements, c'est pas forcé quoi. Ça, excellent, très bon résultat. Ensuite, j'ai une autre trame aussi que je fais un petit peu moins maintenant, mais je m'en suis pas mal servi il y a quelque temps. Bon, je sais même pas comment ça s'appelle, moi j'ai appelé ça le double. En gros, le double, c'est, on fait une induction toujours, évidemment, et je demande à la personne de se ressentir ou de s'imaginer dans un endroit, une pièce, où elle se sent super bien, à l'aise, un genre de safe place, si vous voulez,
où elle aurait envie de travailler sur elle-même, naturellement. Je lui demande de me décrire où est-ce qu'elle est, etc. Et puis, je lui demande d'observer ou de ressentir qu'à droite, à gauche, devant, derrière, il puisse y avoir un double d'elle-même, ou un hologramme, ou une image, qu'importe. Encore une fois, là, il faut que ça prenne tout de suite, quoi. Si la personne, ça lui parle pas, je passe à autre chose, j'insiste pas. Bon, là, le pourcentage est un peu moins bon, mais allez, dans 75% des cas, quand je le faisais, la personne me disait, ah bah oui, à ma gauche, je ressens mon double, ou une image de moi-même, ou une énergie qui me représente, ou devant, qu'importe. Quand ça prend, du coup, je demande à la personne de prendre contact avec son double, comme s'ils s'observaient l'un l'autre, à travers des échanges de regards, des choses comme ça. Et puis qu'à un moment donné, à mon signal, il va y avoir un échange d'informations entre deux. Et c'est parti. Tout ce dont la personne aurait envie d'envoyer vers son double, aujourd'hui, là, à travers ses frustrations ou que sais-je, elle lui envoie. Et je lui demande d'observer, de ressentir comment ce double reçoit ces messages-là, à travers sa posture, son regard. Et comment ce double lui répondrait à ça. Qu'est-ce que son double voudrait lui dire là aujourd'hui. Voilà comment je procède. Puis je demande à la personne de se dire, tiens, si vous aviez le pouvoir là de modifier chez ce double, d'effectuer les changements que vous auriez envie de faire dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses croyances, eh bien, autorisez-vous ça, à jouer avec ce double-là. La personne fait ce travail-là. Je demande une fois que c'est OK, à ce que dans son imaginaire, la personne se rapproche de son double, comme tout à l'heure, jusqu'à fusionner. Ça peut se faire soit les yeux fermés, soit, comme vous le savez, moi, j'aime bien faire avec les mains qui se rapprochent, ou avec un mouvement en tout cas, ou ça peut être un levier qui descend, et que quand ils se touchent presque, qu'elle ressente qu'ils se mélangent pour intégrer tout ce qu'elle aurait modifié chez ce double finalement. Et après, je laisse du temps passer avec des silences, hein, et on voit quand ça prend, la personne ressent que vraiment il se passe des choses à l'intérieur. Et pareil, hein, souvent il y a des résultats hyper sympathiques derrière. Encore une fois, ça ne règle pas tout, mais ça crée de belles amorces. Donc ça, c'était la trame du double. Ensuite, celui-là, je l'ai marqué parce que je m'en servais pas mal aussi à un moment donné. Ça fait quelques mois, je pense que je l'ai pas fait. Toutefois, j'avais eu des bons résultats sur l'arrêt du tabac avec ça. Ou des addictions, c'est le Dickens. Je vais vous dire pourquoi je l'ai arrêté. Le Dickens, pour ceux qui connaissent, alors là, dans ce que je dis, il y a beaucoup de choses issues de la PNL. Hein. Mais bon, en même temps, la PNL, c'est, comment dirais-je, on s'en sert beaucoup dans le monde de l'hypnose. Hein. La PNL descend de l'hypnose aussi, donc pourquoi pas s'en servir. Le Dickens, me semble-t-il que ça vient de ça, de la PNL, bon, qu'importe. En tout cas, l'idée, c'est, dans le Dickens, c'est qu'il y ait comme deux chemins, deux voies possibles, avec, on va dire, on imagine que la personne, elle est à un point, et qu'elle a deux options, donc deux chemins possibles. Un chemin où elle maintient son comportement actuel, puis un autre chemin en parallèle, où elle change, à partir d'aujourd'hui, ce comportement, si on parle d'addiction. C'est ça. L'idée dans le Dickens, c'est de faire vivre la personne. Alors normalement, c'est pas sous hypnose, si c'est de la pure PNL, mais bon, moi je le fais sous hypnose, hein, j'ai fait une induction avant. Et je dis à la personne, ok, vous êtes à un point de bifurcation où devant vous, vous avez deux choix. Je demande même de dire, dites-vous qu'il y a comme deux panneaux là, ou deux marquages au sol, ou deux voies qui bifurquent. Que ce chemin-là, il bifurque en deux voies. Donc une voie où vous changez, une voie où vous changez pas. Vous restez comme vous êtes aujourd'hui, avec vos comportements. Je vais prendre l'exemple de la cigarette. Et là, donc, les yeux fermés, sous hypnose, je lui demande d'avancer dans le chemin où elle continue à fumer son paquet quotidien. Et je lui demande vraiment d'avancer comme ça. Dire, ok, voilà une semaine qui se passe sur ce chemin. Qu'est-ce que vous ressentez? Il est comment ce chemin? Ah, il y a de la fumée, c'est un peu sombre. Ok, on continue. Et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est comment là? Ah, c'est encore plus sombre, le chemin devient un peu brumeux, tout ça. J'invente, hein. Puis dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Normalement, le Dickens, on va jusqu'à la fin de vie en fait, jusqu'au lit de mort. Là c'est un peu brutal, mais bon, moi je le faisais comme ça parce qu'on m'avait appris comme ça. Et là c'est pas cool. Hein. Ça se voit sur la personne qu'elle imagine se voir sur un lit de mort. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Ça peut être un peu traumatisant même, je pense. Et l'idée après, une fois qu'on a fait vivre ça à la personne, c'est de lui dire, vous allez sauter directement à mon signal sur l'autre chemin. Vous allez vous retrouver
à votre fin de vie, mais cette fois-ci, dans la version où vous auriez tout changé il y a toutes ces années en arrière. Comprenez? L'idée, c'est de faire un choc, de se dire, ah ok, là sur mon lit de mort, en ayant fumé tous ces paquets-là, bah j'étais pas au top. Je suis même décédé relativement tôt. Et sur l'autre chemin, j'ai constaté que j'ai pu aller plus loin, en meilleure forme. Euh, c'est ça l'idée en fait. Puis, sur ce chemin où la personne aurait tout changé il y a bien longtemps de ça, cette fois-ci lui faire remonter le chemin. Donc revenir dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à revenir au point de bifurcation initial. Donc en gros, faire ressentir ces deux options à la personne. Voilà. J'ai eu des arrêts de tabac avec ça. Mais par contre, à un moment donné, je me suis dit quand même, aller jusqu'au lieu de mort, j'avais lu ça même sur un forum, que ça pouvait être presque traumatisant en fait. Et donc ça m'a fait réfléchir un peu à ce protocole-là. Je me suis dit que moi-même, sous hypnose, j'aurais peut-être pas envie de vivre cela. Donc du coup, je l'avais modifié. Je faisais toujours le Dickens, mais sans aller jusqu'à la mort. Juste lui faire ressentir cette voix-là, pendant 10 ans de tabac encore, admettons, passer sur l'autre chemin et revenir, voilà. Sans aller jusqu'au bout, vous aurez compris. C'est quand même vachement plus sympa, et je pense que c'est en fait tout aussi efficace. Voilà. Et puis on évite le traumatisme au passage. C'est quand même pas mal. J'avoue que ça fait quelques mois que je l'ai pas fait, puisque pour les arrêts de tabac ou addiction, bon, je suis passé sur d'autres façons de faire. Mais je n'exclus pas de m'en resservir. Donc ça s'appelle le Dickens, très intéressant. Et je vous conseille de pas aller du coup jusqu'à la mort, bon, à vous de voir. Si vous avez des avis là-dessus, des preuves comme quoi ça peut être traumatisant, tout ça, n'hésitez pas à commenter. Je suis pas la science infuse et on est là pour échanger. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ça fait déjà 5 trames. 5e trame que j'avais noté ici, c'est j'ai marqué le lien hypnotique, mais il me semble que ça s'appelle le pardon hypnotique. Donc ça ressemble vachement finalement au double de tout à l'heure. Simplement là c'est le pardon hypnotique, c'est indiqué pour tout ce qui est de l'ordre des deuils, que ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une situation. Et puis bon, je vais aller assez vite parce que ça ressemble beaucoup au précédent là sur le double. Admettons le deuil d'une relation, une séparation, et c'est d'imaginer non pas son propre double cette fois-ci, mais la personne avec laquelle on s'est séparé en face de nous, et d'imaginer un lien comme un cordon entre le client et la personne en question, et de se dire qu'à travers ce lien, à un moment donné, il va y avoir un échange à mon signal. Voilà. Vraiment faire ressentir ça à la personne, et tout ce dont elle aurait envie de lui transmettre, tout ce qu'elle aurait envie de lui transmettre là, ça se fait maintenant. Et qu'est-ce que la personne lui répondrait à ce moment-là? Puis qu'à un moment donné, la personne, soit elle peut débrancher le cordon en son milieu, si on imagine une prise par exemple, ça peut être intéressant pour laisser des options à la personne, parce que il me semble que dans le protocole original, on demande de couper le lien au milieu. Ouais, mais sauf que si la personne, à un moment donné, elle a envie de faire ses séances d'auto-hypnose pour reprendre contact avec son double, ça peut être intéressant de laisser ce choix-là aussi. Donc moi, quand je le faisais, je laissais ce choix. Je disais, soit il y a une prise au milieu, soit on coupe. C'est elle qui décide. Voire même non, je demandais de débrancher, et puis après vous faites ce que vous voulez avec votre bout de cordon. Il y a l'autre personne qui s'en va, loin, jusqu'à ne plus l'apercevoir, la ressentir, et le client fait ce qu'il veut avec son cordon. Soit il le balance, il le brûle, ou soit il le garde pour d'autres connexions ultérieures. Voilà, comme ça on respecte un petit peu aussi ce qu'elle souhaite faire. Et puis voilà, après à voir ce que vous faites derrière, futurisation, ou que sais-je. Ce n'est qu'une idée de trame, encore une fois. Donc bon, je m'en sers plus trop. Encore une fois, j'ai dû passer à autre chose. Ça peut vous donner des idées toutefois. Donc le lien ou le pardon hypnotique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté la dissociation simple ou double. Donc ça, c'est top pour tout ce qui est les peurs phobiques, ainsi que les peurs, les peurs irrépressibles, incontrôlables. Donc ça, je m'en sers systématiquement pour la phobie des araignées, peur du vide, etc. Je me sers pas trop de la dissociation double parce que je la trouve un petit peu complexe. Je pense que vous la connaissez. En gros, la double, on va imaginer que la personne
Bon, j'essaierai de vous faire des petits schémas comme ça, vous verrez. Que la personne, elle soit par exemple installée dans un cinéma, sur son fauteuil, que devant elle il y a l'écran avec la scène, par exemple la scène phobique en action, et qu'il y ait en arrière-plan, par exemple, la salle de rétroprojection, de vidéoprojection, loin derrière là-bas. Et bien la double dissociation, c'est que la personne se retrouve dans cette position, comme si elle était dans la salle de vidéoprojection. C'est-à-dire qu'elle voit pas vraiment, elle n'a pas vraiment accès à ce qui se passe dans l'écran. Elle a accès uniquement à distance à ce qui se passe. Ou alors, ça peut être, je crois que Jordan faisait comme ça, comme une caméra de vidéosurveillance qui observe les réactions de la personne qui est sur son fauteuil. Vous voyez, la simple dissociation, ce serait dans la séance de dire que la personne voit à l'écran ce qui se passe. Ça, c'est dissociation simple. On se dissocie de la scène. La double dissociation, on rajoute une autre dissociation par-dessus. Donc, ce serait d'imaginer que le client, lui, observe les réactions de la personne qui est dans son fauteuil. Ses réactions à elle. Qui elle-même observe ce qu'il y a dans l'écran. Comprenez? Donc, on double la dissoce. Même à expliquer, je m'embrouille. Donc, sous hypnose, pendant la séance, je trouve qu'on s'embrouille encore aussi. Faudrait vraiment une phobie, vraiment de taquet de fou je trouve, pour justifier la double. Donc je la fais plus. Maintenant, je fais de la simple. Et puis sur une simple, on peut quand même largement, avec les outils qu'on a, moduler les réactions de la personne. Avec le VACOG, avec comment dirais-je, on peut gérer en fait, je trouve, avec la simple, et ça le fait. Donc, simple dissociation, on fait imaginer ou ressentir une scène marquante, voilà. C'est la personne qui décide, hein. Dans un écran de cinéma, par exemple, dans un écran, on demande à la personne de remonter la scène. On peut lui faire remonter, par exemple, rembobiner la scène en accéléré, faire des sous-modalités, en disant vous mettez la scène en noir et blanc, rajoutez-y une musique amusante, que sais-je, voilà. Pour essayer vraiment de la dissocier, qu'elle prenne vraiment du recul avec ça, et mettre le film en pause juste avant la scène, 1 minute avant, par exemple, puis, au claquement de doigts, le film se remet dans le bon sens, en vitesse normale, cette fois-ci. Ça, c'est moi qui fais comme ça, hein, qui faisais comme ça. Et que dans son fauteuil, elle revisualise la scène, en faisant des sous-modalités toujours, pourquoi pas aussi, pour que ce soit plus acceptable, et que la personne se voit en confrontation avec une araignée, par exemple, si elle a peur des araignées. Puis remettre le film en pause une fois que la scène est passée. Ok. Comment vous vivez la chose dans votre fauteuil? Ok, bien, ça le fait. Très bien. Puis on peut refaire la même chose en remontant à nouveau la scène, on remet en pause juste avant que ça se passe, et cette fois-ci, on demande à la personne de rentrer dans le film, cette fois-ci en l'associant davantage. Vous voyez, on remet de l'association cette fois-ci. Pour que cette fois-ci, elle, dans l'écran, revive la scène, en ayant déjà fait un petit travail en dissocié. Voilà. Et on remet en pause une fois que c'est passé. Donc, à un moment donné, on associe, quoi, pour pouvoir faire désensibiliser la personne. Et en général, moi, j'y ajoute un ancrage à un moment donné pour que, pour que cet ancrage lui rappelle qu'elle a revécu dans son film la scène, et qu'elle se dise, ok, je suis capable de vivre ça finalement. Je sais pas si je suis très clair, j'ai été un peu brouillon là, mais bon, vous voyez un peu la chose. Ça peut être sympathique pour les peurs et les phobies. Si toutefois c'était pas suffisant, ce que je fais aussi, c'est l'exposition progressive, ou la désensibilisation progressive. Encore une fois les termes, hein, pour les puristes, voilà. Peut-être que je me plante parfois, mais bon, c'est ainsi. Donc exposition progressive, je l'ai fait il y a 2 jours de ça, avec la phobie des araignées. C'est pendant la séance, vous vous préparez en fait à exposer la personne sous hypnose progressivement à ce qui lui fait peur. Donc vous allez commencer, il faut évidemment en amont lui demander, hein, qu'est-ce qui déclenche la peur, et sur une échelle de 0 à 10, déjà avec sur votre portable, vous mettez un dessin de l'araignée. Nous on avait commencé avec ça. Déjà juste avec une araignée dessinée, la personne était à 7 sur 10. Donc moi je comptais partir, je suis parti de ça. Puis une fois que c'est désensibilisé, que sous hypnose elle peut s'approcher du téléphone et que c'est redescendu à 2-3, ensuite on est passé à un petit objet en plastique de la forme d'une araignée. Pour elle c'était ça, la deuxième étape.
Donc on a validé la deuxième étape, et je fractionne, je la remets en transe à chaque fois. Je lui demande de réouvrir les yeux et de s'approcher de l'objet. Ok, on redescend à 2, 3. Puis ensuite, on a fait une image sur le téléphone portable d'une tégénère, la grosse araignée de maison, là. Pas cool. Là, ça montait quand même fort fort. Mais elle a réussi à prendre le téléphone en ouvrant les yeux, en redescendant à 2, 3. Donc là, je me suis dit que c'était acceptable. Et la quatrième étape, j'avais préparé une araignée, en fait, dans une petite boîte en plastique. L'idée, c'est qu'elle s'approche de la boîte, d'aller voir l'araignée. Donc ça l'a fait aussi. Et la toute dernière étape, j'aurais bien voulu, mais on n'a pas réussi à aller jusque-là, c'était de mettre la petite araignée sur cette table-là, qu'elle puisse prendre la boîte et avec le couvercle, mettre l'araignée dans la boîte et refermer la boîte pour avoir une prise de contact. Et ça, on n'a pas réussi à aller jusqu'à là. Mais on part quand même d'un dessin, je vous le rappelle. Donc c'était quand même pas mal. Ça a été laborieux, par contre. 2 heures de séance. Je verrai d'ici 15 jours comment ça se passe. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça ressemble un petit peu, j'imagine, à de la thérapie cognitivo-comportementale, mais sous hypnose, quoi. Donne de bons résultats aussi. Ok, exposition progressive. Ensuite, nous avons le protocole. Je m'en sers pas mal pour tout ce qui est sommeil. Bon, j'ai appelé ça le point de bascule. J'avais piqué ça sur des vidéos que l'Arche publie parfois, Kevin Finel, qui avait fait une série de vidéos que je vous conseille d'ailleurs, je crois que c'était 5, 6, 7 vidéos là, gratuites, enfin dispo sur YouTube, sur la gestion du sommeil. Et en gros, l'idée c'est de créer sur mesure à la personne pendant la séance son point de bascule à elle vers une entrée vers le sommeil en tout cas. J'ai eu des très bons résultats avec ça. Par contre, il va falloir que la personne s'entraîne tout de suite, le soir même, et plusieurs soirs de suite, à faire son auto-hypnose pour faire son entrée dans le sommeil. Donc l'idée, c'est, étape après étape, que la personne, sous hypnose, se crée son monde où elle sait que là, elle va basculer dans un sommeil hyper agréable et réparateur. Moi, je divise en 3. Première partie, je demande à la personne de se dire, tiens, vous, dans votre monde, là, quelle ambiance, quel décor serait juste parfait pour rentrer dans un sommeil confortable, agréable. Je donne quelques exemples. Je dis, vous savez, ça peut être comme une nuit étoilée, ça peut être une nuit totalement sombre, très noire, ça peut être avec des petites étoiles tout autour, ça peut être un coucher de soleil dans les rouges, jaunes. Je donne plein d'exemples pour que la personne soit influencée, mais pas trop quand même. Et c'est elle de me dire, ah bah tiens, moi c'est plutôt une nuit un petit peu dans les tons violets, un peu sombre. Ah ok, super. Qu'elle puisse se créer son décor comme ça. Ou ça peut être juste une ambiance aussi. Une ambiance, je sais pas moi, une ambiance en bord de mer avec les petits bruits de l'eau. Si la personne prend du tac au tac comme ça, même pour les non-visuels, il y aura quelque chose qui va venir. Ok, une fois que c'est validé, je demande à la personne, ensuite au niveau sonore, votre ambiance sonore à vous, pour aller vers votre bascule de sommeil, ce serait quoi? Et je donne des exemples à nouveau. Souvent, ça peut être des petits, on appelle ça des bruits blancs, des bruits très agréables comme un petit sifflement du vent dans les feuilles, dans la forêt, un petit bruissement de vent léger, encore une fois, les sons des clapotis si c'est en bord de mer. Ou ça peut être le vide aussi, le son du vide, intense, profond. Ok, c'est quoi pour vous? Tac, du tac au tac, la personne répond. Et puis la dernière et troisième couche, c'est les sensations. Quelles sensations pour vous vont vous signaler que vous n'êtes pas loin d'aller dans le sommeil encore une fois? Ça, c'est des choses qu'on se rappelle souvent, vous savez, comme quand on s'enfonce dans le matelas, ou certaines personnes, ça peut être une sensation de s'envoler, vous savez, de s'alléger tellement, comme si on décollait du matelas. D'autres, ça peut être une sensation de chute dans le vide, mais une chute où on se sent en sécurité, une chute confortable. Et donc la personne me dit là, ah bah tiens, j'ai l'impression de m'enfoncer dans le matelas, quelque chose de comme dans du coton là. Ok. Du coup, on a les trois éléments, visuel, auditif, kinesthésique. Et après, je laisse un petit temps de silence où je demande à la personne de mélanger tous ces trois éléments-là, comme si son cerveau baignait là-dedans, sans jamais basculer dans le sommeil, évidemment. Mais souvent, je montre cette image-là où la personne serait un petit peu en équilibre entre les deux, entre l'éveil et le sommeil. Ça, je le montre systématiquement, de toute façon, pour toutes les séances. Mais que la personne se dise, bah moi, je vais aller chatouiller un peu ça, me rapprocher au maximum, en sachant que là, c'est juste parfait pour aller dans un sommeil, mais jamais je vais y aller.
Voilà, en gros, c'est le protocole sommeil, et je demande à la personne de s'entraîner avec ça. D'ailleurs, pendant la séance, on s'entraîne, hein. Je fais réouvrir les yeux à la personne et je dis, OK, on va se servir d'un levier qui va descendre, et tout au long de la descente, fermez les yeux, et essayez de retrouver ce point de bascule que vous aviez tout à l'heure là. Et je dis à la personne, dès ce soir, vous allez vous entraîner à faire ça. Ça marche super bien quand la personne a une auto-hypnose satisfaisante. Voilà, ça fait des super nuits réparatrices. OK. Ça, je m'en sers surtout quand il n'y a pas, évidemment, quand la personne ne sait pas pourquoi elle dort mal, hein. S'il y a des choses, des traumatismes identifiés, un parcours de vie compliqué, je vais aller faire tout ce nettoyage-là avant, évidemment. Ce que je viens de vous dire là sur le protocole sommeil, ouais, c'est vraiment plus pour un outil pour accélérer l'endormissement. Mais s'il y a des choses à nettoyer, on fait le nettoyage. Évidemment, sur une séance au préalable. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Le cercle d'excellence, ça c'est issu de la PNL aussi. Ça va être une longue vidéo, je suis désolé. Vous allez passer les chapitres qui vous intéressent. Cercle d'excellence, ça je m'en sers pas mal dans tout ce qui est prise de confiance en soi. D'où le nom, cercle d'excellence, ça fait penser un petit peu à ça. Prise de parole en public, c'est trop bien. Passage d'un examen. Je m'en sers pas mal avec les ados qui sont venus me voir pour ce genre de sujet-là. Les gens qui rougissent facilement en prenant la parole. Ce fut mon cas à l'époque. Ça, c'est excellent pour ça. Ou alors je m'en sers aussi pour les personnes, vous savez, qui ont vraiment du mal à faire de l'hypnose. Enfin, ces gens résistants, mais plus quoi. Ceux, vous savez, qui vous avez pas 2 heures en fait. Au bout d'1 heure déjà de fractionnement, de machin, il y a rien qui prend. Vous les connaissez, je pense, ces gens-là. Et du coup, moi, je les fais se mettre debout parce que du coup, ça va être dynamique. On sera plus sur une induction formelle. Et pour eux, ça va être plus parlant en fait, de faire un genre de PNL. Et du coup, ils auront l'impression quand même d'avoir payé une séance avec du résultat derrière. Le cercle d'excellence, c'est simplement que la personne, debout finalement dans la pièce, imagine devant elle concrètement un cercle, son cercle à elle, et que dans ce cercle, il y ait un concentré de confiance en soi. Je me demande, mais vous avez forcément vécu dans votre vie un moment où vous vous rappelez, où vous vous sentiez hyper en confiance, hyper sûr de vous. Ça peut être une réussite à un examen, la naissance de votre enfant. Enfin, je demande en amont de piocher comme ça tout ce qui fait que la personne a pu ressentir ça à un moment donné. C'est quand même relativement rare qu'il y ait rien du tout. S'il y a rien du tout, au pire, essayer de faire en sorte que la personne imagine quelque chose qui puisse lui faire ressentir ça. Quand elle a ça, eh bien ce cercle-là va servir à faire des allers-retours à l'intérieur pour qu'elle fasse monter en elle ce qu'il y a dans ce cercle-là. Comprenez? Donc moi je le fais en mode hypnose, c'est-à-dire que avant de rentrer dans le cercle, je mets la personne dans un état hypnotique ou un pseudo-état hypnotique si la personne est fort résistante. Et du coup, il va y avoir, me semble-t-il, 3 passages. C'est-à-dire, premier passage, la personne, elle est en hypnose, je lui demande de prendre une grande inspiration, et à l'expiration, fermer les yeux et rentrer dans le cercle en faisant un pas. Au préalable, elle m'a décrit son cercle. Est-ce que c'est dessiné au sol? Est-ce que c'est comme un cerceau avec une épaisseur? Il faut vraiment qu'elle s'imagine qu'il y a ce cercle-là, et qu'à l'intérieur, il y a ce concentré de confiance en soi. Ok, elle rentre dans le cercle, les yeux fermés, et moi, à côté d'elle, je lui parle et je lui dis, dites-vous que, à partir de votre voûte plantaire, commence à monter en vous toute cette confiance en vous là. Faites monter ça. Faites monter comme un curseur là, de plus en plus. Ressentir que ça monte dans vos jambes, dans votre corps, puis dans votre cerveau. Tout ça. Ça peut être des images, des formes, des couleurs. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? On fait monter la sauce un peu. Pour ce premier passage là. Une fois que on sent que la personne, on voit visuellement qu'elle ressent ça, on lui demande de faire un pas en arrière, de réouvrir les yeux. Ok? On fait un fractionnement. Puis, on fait une deuxième induction. Et cette fois-ci, on va dire à la personne qu'elle va faire un geste en plus. Donc, on va créer un ancrage. Ça peut être serrer le poing, par exemple, ou n'importe quoi, serrer 2 doigts, ou qu'importe, c'est la personne qui décide. Et cette fois-ci, donc, elle prend une grande inspiration. À l'expiration, elle re-rentre dans le cercle, en fermant les yeux, je sais pas si je l'ai dit déjà. Et en ajoutant donc l'ancrage. Donc elle serre le poing, par exemple, si c'est ça son ancrage, tout le long, enfin tout le temps qu'elle est dans le cercle, les yeux fermés. Et on continue à faire monter la sauce, de plus en plus. En gros, on ajoute encore des couches et des couches. Comme si elle ressentait 2 fois, 3 fois plus que tout à l'heure ce qui se passe. Et en reliant
le poing serré, si c'est ça l'ancrage, au fait qu'elle ressente ça, comme s'il y avait une connexion qui se faisait tout le long jusqu'au cerveau. Ok. Puis quand elle ressort, elle relâche le poing, et on fait donc un nouveau fractionnement. Troisième passage dans le cercle, donc pareil, hein, même principe pour rentrer dedans, sauf que cette fois-ci, on va y ajouter un ancrage supplémentaire dans l'esprit sous la forme d'un mot ou d'une phrase. Ça peut être, je dis à la personne, ça peut être soit à voix haute, soit comme s'il y avait dans votre cerveau quelque chose qui allait se marquer devant vous ou s'illuminer. Ça peut être, je sais pas moi, allez go, ça peut être allez vas-y, je crois en toi. Enfin, vous voyez, une phrase ou un mot qui appartient à la personne. Si la personne me dit, par exemple, moi ma phrase ce serait allez go quoi. Et c'est ça son geste, son ancrage. À ce moment-là, grande inspiration. Et quand la personne ferme les yeux, la personne fait son geste en rentrant dans le cercle, allez go, en le disant en voix haute, et elle rentre dedans, ou en serrant le poing. Qu'importe. Vous voyez? Donc on fait un double ancrage, les yeux fermés, et nous à côté, on donne les instructions qu'on fait monter la sauce encore plus. Puis la personne ressort, et c'est la fin de séance. Enfin, avant la fin de séance quand même, une fois que la personne a réouvert les yeux, et qu'elle est revenue un peu, on fait un test. C'est-à-dire, moi ce que je fais, je refais encore une dernière fois fermer les yeux à la personne, je lui demande de s'imaginer dans une scène où elle perd les pédales, c'est-à-dire par exemple, imaginez-vous dans une prise de parole en public par exemple, mais bon, juste ressentir sans la mettre mal à l'aise, qu'elle ressente sur 3, 4 sur 10 ce mal à l'aise, pointer le bout de son nez, puis dites-vous que vous faites votre ancrage, point serré, la phrase qu'elle dit à voix haute ou dans son esprit, à l'ego, et dites-moi qu'est-ce que vous ressentez là. Et puis là, l'idée c'est que la personne ressente, ah bah ça va, je sens que c'est ok, que j'arrive à gérer mes émotions, voilà, vous avez compris l'idée. Cercle d'excellence, très bon dans la prise de confiance en soi ou pour les gens récalcitrants à l'hypnose. Ensuite, bon, là j'ai marqué safe place, mais bon, je vais pas rester des plombes là-dessus, vous connaissez, hein. Moi, la safe place, je m'en sers plus, je m'en suis jamais servi en guise de séance complète, mais bon, ça peut, hein. Et en gros, on demande à la personne de se retrouver dans un endroit ou dans une ambiance qui la sécurise complètement. Moi, je m'en sers plutôt pendant l'approfondissement, que la personne puisse avoir un minimum d'ambiance mentale où elle se sent à l'aise et en sécurité avant d'entamer le travail thérapeutique. Je m'en sers un petit peu comme un petit bout de séance en fait, la safe place. Bon, à vous de voir, hein, si vous voulez faire une séance complète avec ça, pourquoi pas. Ok, safe place ou lieu sécurisant, vous comprenez. Ensuite, j'ai marqué la bulle de protection. Je m'en servais à l'époque, je m'en sers plus du tout, à vrai dire. Ça ressemble un petit peu à la safe place, sauf que là, cette fois-ci, on va vraiment demander à la personne d'imaginer ou de ressentir que, à un moment donné, autour d'elle, elle puisse se créer une bulle de protection ou un cocon protecteur. Et je demande vraiment à la personne, hein, de me décrire. Ok, pour vous, votre bulle là, c'est comment? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt fin, plutôt épais? Est-ce que c'est tout lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est très spacieux, comme si vous étiez dans votre bulle avec libre de bouger? Ou est-ce que c'est beaucoup plus ajusté à votre corps? Est-ce qu'il y a des formes, des aspérités? Bon, vous aurez compris. On demande du détail pour que la personne s'immerge là-dedans. Et je demande à la personne de ressentir qu'à l'intérieur de sa bulle, elle puisse avoir avec elle tout ce qui lui fait ressentir de la sécurité, de la confiance. Ça peut être des objets, des images, des personnages, une énergie, pour faire monter le curseur encore une fois. Et de se dire aussi qu'à l'extérieur, elle puisse constater ou observer que tout ce qui est contraignant, frustrant ou difficile pour elle rebondisse à la surface de cette bulle de protection. Je lui demande vraiment d'imaginer ça. Et que ne traverse la bulle que les choses positives. Tout ce qui est chargé d'un petit moins, ça peut être des critiques, des pensées difficiles, et bien que ça vraiment, ça jamais ça l'atteint, ça rebondit. Voilà. Puis avec ce protocole, cette trame, pardon, je trouve que ce qui est important, c'est d'y ajouter un ancrage, par exemple le point fermé, pour que la personne dans son quotidien puisse, avec cet ancrage-là, ressentir qu'autour d'elle, cette bulle s'active, en quelque sorte mettre en route sa protection personnelle, quoi. Voilà, donc ça peut être intéressant pour, comme tout à l'heure, hein, un peu comme le cercle d'excellence pour de la confiance en soi. Bon, je m'en suis servi pas mal à l'époque. Je sais plus trop pour quelle situation. Voilà, prise de parole, ça me semble-t-il aussi.
J'avoue, là, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai marqué tout ce qui est de l'ordre des ancrages, évidemment, issu de la PNL aussi. Comme je vous ai dit, hein, les ancrages, on peut en mettre un peu partout, hein, en disséminer dans les divers protocoles que j'ai mentionnés précédemment. Je trouve que c'est important pour que la personne ait quand même, en repartant de la séance, un outil à activer si c'était nécessaire. Je vais surtout m'en servir dans tout ce qui est d'ordre comportemental. Voilà. Tout ce qui est addiction, tabac. Vous savez, quand vous allez sortir, quand vos copains vont sortir dehors fumer leur clope et que vous serez à côté, si vous sentez une petite pulsion, discrètement vous faites votre geste et ça va vous sortir un petit peu de cette envie-là. Ça marche vachement bien, hein. Quand l'ancrage est fonctionnel, évidemment. Et je demande à la personne, à travers l'auto-hypnose, de réalimenter son ancrage si elle sent que ça perd de sa puissance. Je m'en sers surtout pour ça, en fait. Tout ce qui est d'ordre comportemental. Ou réactivation de confiance en soi, comme je l'ai mentionné précédemment. Mais c'est elle qui fait son ancrage, hein. Enfin la personne. Je lui apprends comment se faire son ancrage. C'est pas moi qui fais. Ça, j'avoue que j'ai jamais trop fait. Comme on nous apprend en PNL aussi, c'est certainement très efficace, hein, mais bon, voilà, c'est ma façon de faire. C'est pas moi qui appuie sur l'épaule ou qui fait l'ancrage à la personne. Je pense que j'avais testé, mais j'ai vite lâché l'affaire. Je préfère apprendre à la personne enfin, vous aurez compris. Apprendre que la personne se crée son propre ancrage. Ok. Ensuite, j'ai marqué la réification aussi, pour tout ce qui est douleur chronique. Super, trop bien. Réification, je pense que vous savez ce que c'est pour certains d'entre vous. Donc, dans le cadre des douleurs chroniques, c'est par exemple, une fois que la personne est en transe, les yeux fermés, de lui dire, ok, je vais vous demander de ressentir comme si vous puissiez à l'intérieur aller observer de près ce qui se passe dans cette zone douloureuse, comme si vous vous miniaturisiez là dans votre esprit et que vous alliez vraiment plonger, aller voir ce qui se passe au niveau de vos lombaires, par exemple, si c'est ça la zone douloureuse. S'il y a plusieurs zones, on commence par la première, la principale, puis la deuxième, puis la troisième. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo en épinglage pour que vous alliez voir comment je procède à ça. Voilà, donc c'est ça l'idée, et que la personne dise, tiens, ouais, au niveau des lombaires, on parle, hein. Elle me dit, j'ai l'impression que c'est un gros clou hyper long, hyper pointu qui me traverse le bas du dos. Très bien. Et donc là, on commence à avoir un aspect, une structure de comment l'esprit se représente la douleur, et du coup, on va l'accompagner pour qu'elle commence à transformer ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour atténuer cette douleur, pour la ressentir un peu moins vive? Le bout, je commencerai bien par l'émousser un petit peu, vous savez, faire en sorte que le bout soit un petit peu moins pointu. Et comment vous ressentez? On met une échelle aussi, de 0 à 10, vous étiez à 9 tout à l'heure. Ok, maintenant que le bout est un peu moins pointu, vous êtes à combien là? Là, je suis à 7, 8. Pas mal. Et puis, vous feriez quoi d'autre? Tiens, amusez-vous un peu avec ça, là, explorez. Et puis, elle va dire, ce clou-là, j'aimerais bien faire le tordre un petit peu, lui changer sa forme. Ok. Puis là, je suis plutôt à 5, 6 au niveau de mes douleurs. Très bien. Vous voyez, c'est ça la réification. La personne joue, en fait, avec la représentation des douleurs, et réellement, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je peux vous dire que le curseur, il descend. Jamais jusqu'à 0. Bien que ça puisse arriver, mais on va pas enlever le signal, hein. Vous savez que le signal, il a son intérêt, son importance, douloureux, mais faire redescendre sur quelque chose de plus acceptable. 2, 3, très bien, parfait. Et que la personne s'entraîne, encore une fois, de façon à ce que, à la maison, quand ça devient insupportable, qu'elle puisse se poser, fermer les yeux, et s'échapper un petit peu de ces douleurs-là. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Que ça demande un petit travail personnel. Je sais qu'on travaille pas tous comme ça. Qu'il y a des personnes comme Marc, hein, que je salue, qui lui va plus sur une version très profonde de l'hypnose, où tout se passe inconsciemment, ouvrez les yeux et puis le travail va se faire tout seul. C'est ok, j'ai pas à critiquer ça, mais moi je fais pas ça. Moi je préfère que la personne, quelque part, apprenne à gérer et à faire en sorte à la maison de s'entraîner s'il le fallait, ou s'il n'y a pas besoin, ça se fera tout seul de toute façon. Mais s'il y a besoin, comment elle fait? Faut qu'elle sache comment on pratique quelque part. Donc voilà pour la réification. Et en dernier, j'avais marqué tout ce qui est phénomène hypnotique globalement.
Donc, on va catégoriser, on va pas s'embêter en 3 grosses catégories. Donc, premier niveau, tout ce qui est catalepsie, lévitation. Deuxième niveau, tout ce qui est amnésie. Troisième niveau, tout ce qui est hallucination. Donc, vous voyez, là j'ai tapé dans le gras là. On fait 3 grosses catégories. Évidemment, il y a toutes les subdivisions, hein, mais ça on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et puis, on va piocher là-dedans pour se créer des séances sur mesure. Ça m'arrive aussi. Ça peut donner des super résultats. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se sent bloqué dans sa vie, si elle emploie ce genre de mots, moi, tout de suite dans ma tête, je me dis, blocage, elle, je vais la bloquer à un moment donné. Je vais lui créer une catalepsie et je vais lui demander inconsciemment de faire en sorte de se libérer de ce blocage. Vous voyez, ça m'est arrivé de faire, bon, je commence par une catalepsie gentille, hein, catalepsie du bras, catalepsie des paupières, puis catalepsie du corps entier dans le fauteuil. La personne, vraiment, elle est agrippée au fauteuil, elle peut plus bouger. Donc, faut déjà arriver à ça. Et à partir de ce moment-là, je dis à la personne, OK, eh bien, maintenant, je vais vous laisser un temps avec vous-même, prendre du recul sur vous. Et ce n'est que lorsque vous commencerez à ressentir que votre inconscient s'autorise à commencer à vous libérer du fauteuil, que vous, inconsciemment, vous serez OK pour vous libérer vous aussi de ce qui vous bloque aujourd'hui, vos émotions, ce dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et souvent, ça commence par une première phalange qui se libère du fauteuil. OK. La personne prend enfin, c'est inconscient, hein, prend son temps et vraiment, c'est ça qui se passe. Parfois même, la personne, je demande de tester pour voir ce qui se passe. Et la personne reste figée, complet. OK, c'est pas encore le bon moment. Je l'accompagne comme ça. Pour qu'au bout d'un moment, les bras se décollent des accoudoirs, que la personne puisse décoller le dos du fauteuil, se libérer, et vraiment elle ressent ça profondément. Ça peut faire ça des très belles séances, pour se libérer d'une catalepsie. La lévitation, on peut imaginer plein de choses aussi, hein, des problèmes qui s'envolent, qui se libèrent comme ça, à travers un mouvement de bras. Donc ça c'est pour le niveau 1, moi en général je m'arrête là, hein, parce qu'en fait, pour l'hypnothérapie, ça suffit largement, bien souvent. Mais bon, pourquoi pas aller jusqu'aux hallucinations, hein, s'il le fallait, pour que la personne se prouve à elle-même qu'elle est capable d'aller jusqu'à là, de provoquer un oubli d'un chiffre, un oubli d'un prénom, que sais-je, pour créer une induction un petit peu plus profonde. Et ensuite jouer avec l'amnésie pour certains éléments de la séance. Là, j'ai pas vraiment d'exemple, puisque je l'ai pas fait tellement, mais pourquoi pas. Et troisième niveau, les hallucinations, ça peut être cool aussi, pour, je sais pas moi, une séance qui aurait vraiment l'envie de reprendre contact avec une personne défunte, mais qui vous le dit vraiment comme ça, qui dit non, moi, je veux pas le truc chelou où je pars dans des trucs un peu délirants. Moi, je veux vraiment avoir l'impression d'avoir devant moi mon mari qui est mort il y a 5 ans. J'imagine, hein. Bon là, voilà, pourquoi pas, on se dit, ok, je fais de l'hypnose, on va voir jusqu'à où on peut aller, mais si c'est vraiment ça sa demande, on va fractionner, on va envoyer la sauce sur l'induction pour passer catalepsie, lévitation, amnésie, et essayer d'aller chatouiller un peu les hallucinations pour qu'à un moment donné, au chiffre 1, 2, 3, ouvrez les yeux et devant vous, vous avez votre mari là. Et si la personne fait un moment donné, waouh, qu'elle ressent vraiment qu'il est là, c'est gagné, quoi. Et c'est top. Donc ça, ce serait pour une hallucination visuelle, hein. Si ça marche pas, je crois que c'est Jordan qui avait parlé de ça, on peut faire une hallucination kinesthésique en se disant, ressentez là dans votre main, qu'est-ce qui se passe. En gros, orienter un petit peu la séance pour que la personne ressente que le mari, par exemple, lui tienne la main. Ça peut être une voie d'accès. Voilà, on n'est plus vraiment sur une vraie hallu, je pense, mais voilà, on peut essayer de détourner un peu les choses. Ça pourrait donner de bons résultats. Donc pour une hallucination kiné, hallucination positive, hallucination négative, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas à travers une expérience pour que la personne se prouve à elle-même qu'elle peut vivre des choses assez hallucinantes pour le coup. Donc voilà, les phénomènes hypnotiques dans leur ensemble. Écoutez, ça fait 1 heure, je crois là. Ouais, 1 heure que nous sommes sur cette vidéo. Je pense que c'est bien suffisant pour aujourd'hui. Ce qui fait que, j'ai mentionné 13 ossatures, vous l'aurez compris, pour piocher là-dedans.
Vraiment pour les gens qui se forment là, les nouveaux formés, enfin, piocher là-dedans, c'est vraiment trop cool, quoi. Et vous verrez que ça va vraiment libérer votre cerveau et vous serez pleinement avec la personne et vous serez plus en train de vous dire attends, surtout peut-être pour ceux qui ont fait de la PNL aussi, attends, il est quoi le gars? C'est un gars qui est en tri sur soi, ouais, vous allez vous larguer complet, vous faire dans votre tête vous dire ok, faut que je fasse une détermination d'objectif, donc lui tac tac parcours de vie là ça, ok très bien. Maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir vous êtes largué et ça va se ressentir et votre séance bah, va pas être top quoi. Il faut créer de la disponibilité d'esprit, être pleinement avec la personne. Et vraiment au début dites-lui pendant l'anamnèse. Bon déjà par l'attitude, hein, la personne en 30 secondes, il faut qu'elle soit en confiance. Moi, c'est ce qui se passe. Hein. À force de pratiquer, la personne elle se dit ok lui c'est bon, il sait ce qu'il fait. Déjà là, c'est gagné. Puis vous dites allez, après lui avoir fait quelques petits rappels hein, en 2 minutes, en 5 minutes là, dites-moi ce qui se passe chez vous, les grandes dates, un parcours de vie. Dans 5 minutes on commence à bosser. Ça va vous éviter 1 heure d'anamnèse, vous n'avez pas besoin de ça. Et puis l'idée c'est que dans ces 5 minutes là, ok, je vois quelle ossature je vais pouvoir prendre, voire même en combiner 2, 3. Je sais pas, allez, je vais faire la négociation entre parties, puis je vais faire un ancrage, puis une futurisation, tac, je sais où je vais. Ok. Et puis pendant la séance, ça par contre c'est systématique. Moi j'ai ma trame, mais évidemment mon ossature elle va bouger. Hein. Des fois je vais inverser des trucs, des fois ça se passe pas comme j'ai prévu, du coup je vais changer, je vais repartir sur autre chose. Des fois l'induction elle prend pas, du coup on va se mettre debout et puis on va partir sur un truc un peu plus PNL. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va piocher et on va s'adapter. Et puis du coup, la personne en face de vous, elle va se dire, bah le gars, c'est bon, il sait ce qu'il fait, il est compétent. Et puis ça marche, quoi. Donc on retrouve de l'aisance. Et avec le temps, avec la pratique, bah, comme je disais, hein, plus on pratique, plus on va se détacher de tout ça. Mais malgré tout, bon, je trouve que ça a son utilité, quoi, d'avoir tout ça. Ok. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et à la prochaine. Alors, je sais pas quelles seront les prochaines thématiques, hein, mais nous verrons bien. Bonne journée à tous. Salut!